Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Le gouvernement peine depuis plusieurs jours à rassurer après l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen. Est-ce qu'il s'y est très mal pris dans sa communication ou est-ce que de toute façon, à l'heure des réseaux sociaux, toute parole officielle est désormais suspecte? Oui, il a fait preuve d'une réactivité réelle. 4 ministres sont allés sur place, mais la réactivité a été vaine parce qu'il n'y avait pas de nouvelles particulières à annoncer, avec en plus des déclarations contradictoires. Mais vous avez raison de le dire, on est dans un contexte où la parole publique, sa crédibilité est très fortement entamée. Et tout ça, c'est le produit d'une histoire qui s'est inscrite dans la mémoire collective, des mensonges d'État, Tchernobyl, des gestions de crise sanitaire mal faites, le Mediator, tout ça, avec en plus, comme vous le disiez, l'heure des réseaux sociaux, fait que cette parole publique est particulièrement entamée et le registre qui émerge du discours des Français, c'est la tromperie, voire le complot, on nous cache des choses. Est-ce qu'il y a un moyen pour que l'opinion publique entende un discours scientifique, rationnel, posé, plutôt rassurant, comme ça a été le cas ces derniers jours, quand les habitants de la région voient passer au-dessus d'eux un nuage tout noir où on voit de la suie dans leur jardin? Oui, c'est là où les choses sont particulièrement compliquées. Un discours scientifique, rationnel, demande du temps. Et ce temps fait face à une sorte de dictature de l'urgence émanant des habitants. L'expérience concrète, on voit des micro-trottoirs où les gens disent « ça sent mauvais, je ne me sens pas bien ». Tout ça a du poids par rapport à cette parole scientifique qui, elle aussi, dans le cadre de cette défiance à l'égard de la parole publique, se trouve également entachée et aussi est appréhendée à travers le sceau du soupçon. Je parlais des crises précédentes. Certains politiques, notamment du côté de la France insoumise ou des Verts, remettent en cause la transparence des autorités, le préfet, les agences sanitaires, ou en tout cas l'exhaustivité des informations qui ont été diffusées. Est-ce qu'ils jouent un rôle normal d'opposant ou bien est-ce que vous y voyez justement une forme de complotisme ? Je ne parlerai pas de complotisme à leur égard, je parlerai plus effectivement de leur rôle d'opposant, de vouloir la vérité. Et il y a des cas historiques passés. Ce qui est particulièrement frappant de ce point de vue-là, c'est cette idée que le gouvernement n'a pas dit les choses en temps réel. Il a été à contre-temps par rapport à ce qu'attendaient les Français. Avec ce premier communiqué, le nuage ne présente pas de toxicité aiguë. Ce terme aigu qui se voulait rassurant a exacerbé les angoisses et qui a jeté un doute. Et puis là, récemment, ce n'est qu'hier que la liste de tous les produits qui ont été je dirais, balancés ou qui ont été soumis à la combustion au-dessus de Rouen a été publiée. Là aussi, on est sur un temps long qui a du mal à, si je puis dire, rassurer dans cette attente très forte de résultats à court terme qui émanait de la population de Rouen et de l'ensemble des Français. Tout ça dans un contexte, on le voit dans les enquêtes d'opinion, où le lien santé-environnement est plus que jamais prégnant chez les Français. Cette crise tombe très mal de ce point de vue-là. Elle peut faire des dégâts politiquement, cette crise, pour le gouvernement? Alors, elle peut enraciner une lecture de l'action gouvernementale en termes de tromperie, en termes de « on ne nous dit pas la vérité ». On l'a un petit peu, cette lecture sur la réforme des retraites. La retraite à points, c'est quelque chose qui va tromper les Français. Le point va pouvoir changer de valeur. C'est pas un registre qui est particulièrement enraciné s'agissant de l'évaluation de l'action du gouvernement. Mais si on ne sort pas de cette crise, si ce sentiment qu'on a caché des choses, qu'on a communiqué dans un mauvais temps, qu'on n'a pas été dans une transparence qui est une attente très forte des Français, cela pourrait contaminer les autres registres de l'évaluation de l'action du gouvernement. Alors justement, puisque vous en parlez, Emmanuel Macron lance demain soir une série de débats autour des retraites. Vous aviez publié il y a un mois une étude qui montrait que grosso modo 2 Français sur 3 approuvaient l'idée d'un régime unique au nom de l'égalité entre les cotisants. On a l'impression que ces dernières semaines, cette idée d'équité, elle est un peu passée au second plan et que justement les craintes, les doutes, notamment sur le fait de toucher moins d'argent à la retraite, sont en train de gagner du terrain. C'est quelque chose que vous ressentez? Oui, c'est tout à fait cela. L'égalité, l'équité peut être un levier important pour le gouvernement pour faire passer cette harmonisation des régimes, mais on est sur un terrain extrêmement inflammable. Le regard des Français sur les réformes des différentes retraites s'inscrit dans une logique d'air des der. À chaque réforme,
on leur a dit c'est la dernière réforme pour sauver le système et on a remis l'ouvrage sur le métier, si je puis dire. Ce que l'on voit dans le discours spontané des Français, c'est ce que vous disiez, c'est une association extrêmement étroite entre réforme des retraites et crainte de pouvoir d'achat, notamment sur les pensions. Et c'est vrai que les différentes simulations qui ont été faites il y a quelques semaines ont fortement inquiété les Français, notamment un segment générationnel absolument capital, les 50-64 ans, qui, entre parenthèses, votent massivement de plus en plus pour le Rassemblement national, qui voient la retraite arriver, qui se voient souvent poussés en dehors des entreprises, qui sont très crispés sur le pouvoir d'achat, et qui voyaient la retraite comme un véritable Eldorado, et qui maintenant s'annonce comme un moment extrêmement compliqué. C'est cette génération qu'il faudra convaincre du bien fondé de la réforme. Alors Emmanuel Macron va au charbon lui-même, comment est-ce qu'il peut rassurer ? Alors c'est vrai qu'il a un vrai pouvoir de persuasion, de conviction, hein. N'oublions pas, c'est un vrai miraculé de l'opinion publique. Il était dans une situation catastrophique avant le 10 décembre, au moment de la crise des Gilets jaunes. Il a pris la parole le 11 décembre, lors des vœux, le grand débat. Et c'est vrai que le discours sur lui, en termes de mépris, arrogance, s'est fortement atténué pour quelqu'un qui apparaît pédagogue et qui peut convaincre les Français. Il va devoir convaincre sur plusieurs points. Un, l'idée que cette réforme est une réforme définitive qui va sauver le système, et c'est extrêmement compliqué compte tenu du passif des années et des réformes précédentes. Et deux, l'idée que les Français ne vont pas perdre s'agissant de leur future pension, dans un contexte où il ne peut pas trop jouer sur une baisse des pensions. Bien sûr, il ne lui reste que le levier de l'allongement de la durée de cotisation. Autre sujet, il y a eu beaucoup de débats autour de la convention de la droite ce week-end, notamment autour de la présence d'Éric Zemmour et de ses propos. Est-ce que pour vous, lui et Marion Maréchal, qui n'est plus élu, représentent un courant de pensée qui a un poids politique réel dans le pays ? Alors, pour décomposer votre question, c'est un courant de pensée réel qui a un vrai soutien, notamment sur les questions migratoires. Il y avait une enquête IFOP pour le JDD et la Fondation Jaurès qui montrait à quel point il y avait un durcissement des Français sur les questions migratoires et une sorte de zémorisation. Pour autant, la question qui se pose, c'est quel espace politique ? L'espace politique est extrêmement encombré. Il y a le Rassemblement national qui prend tout cet espace pour le moment, et vous le disiez, Éric Zemmour d'un côté, voire Marion Maréchal Le Pen, ne sont pas perçus comme des acteurs politiques. Il y a quelques années, une enquête IFOP pour Valeurs Actuelles avait testé le potentiel politique et électoral d'Éric Zemmour. Il était extrêmement ténu. 8% seulement des Français souhaitaient qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, et son potentiel électoral était inférieur à 10%. Bien sûr, n'insultons pas l'avenir de ce point de vue-là, mais il a un statut mixte. C'est un objet médiatique et politique non identifié, Éric Zemmour. Il devra, s'il souhaite un jour entrer dans le champ politique, sortir de cette ambiguïté pour pouvoir se présenter. Parler des musulmans comme d'une armée d'occupation, appeler les jeunes Français à se battre pour leur libération, faire des comparaisons entre islam et nazisme, comme l'a fait Éric Zemmour le week-end dernier. Tout ça dans un événement qui était censé œuvrer à l'union des droites. Oui. Est-ce que c'est le signe qu'il y a des barrières qui tombent, ou est-ce que c'est une erreur d'analyse totale ? Les barrières ne tombent pas vraiment. Il y a toujours ce cordon sanitaire, si je puis dire, entre la droite républicaine et le Rassemblement national, malgré les défections fracassantes, notamment Thierry Mariani. C'est aussi l'héritage du président Chirac, dans une enquête IFOP faite en 2015, donc avant celles qui ont été menées dans l'émotion liée à la disparition de Jacques Chirac. Ce qu'on retenait de lui derrière la non-intervention en Irak, c'était le fait que c'était le refus systématique de s'allier avec l'extrême droite. Tout le monde a en tête 2002, on oublie plus facilement 1998, les élections régionales, où dans 5 régions, des élus de droite étaient prêts à s'allier avec le Rassemblement national. C'est vrai que les propos qui ont été tenus sont absolument excessifs et vont, à mon avis, sont rejetés par la quasi-totalité des Français. N'oublions pas que le seul dérapage connu et qui a un petit peu entaché et marqué l'image de Marine Le Pen, c'était justement comparer les prières de rue à l'occupation allemande dans les années 40. Dimanche prochain sera une journée de manifestation contre la PMA pour toutes, alors que le projet de loi sur la bioéthique avance à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une forme de baroud d'honneur pour les opposants ? Je pense qu'on est sur une logique de baroud d'honneur. On n'est pas du tout dans les conditions des mobilisations de 2013 de la Manif pour tous. D'une part, l'opinion soutient assez fortement la PMA. Pour les femmes seules comme pour les femmes célibataires. La bataille de l'opinion, elle a été gagnée là-dessus pour les partisans de la PMA pour toutes.
sur du 2/3 d'adhésion, quand sur la loi Taubira, on était sur un petit 52-53%, avec une sorte de dichotomie, une adhésion forte à l'égard du mariage pour les personnes de même sexe, mais sur l'adoption, il y avait vraiment une opinion fracturée. Et le fait majeur, au-delà des chiffres, parce que même s'il y a 66% de soutien à la PMA, le tiers qui est opposé dans une logique d'extrapolation, si on ramène ça au corps électoral, ça fait 12 millions, 15 millions de personnes. Le fait majeur, c'est l'atténuation, voire la disparition des clivages sociodémographiques. En 2013, il y avait un clivage générationnel extrêmement fort. Plus on était âgé, plus on était opposé à la loi Taubira. Là, même chez les personnes les plus âgées, l'adhésion est quand même de peu, mais elle est majoritaire. Il reste peu de clivage politique. Et chez les catholiques pratiquants, 4 sur 10 sont favorables à la PMA. Puis il y a aussi un contexte politique. N'oublions pas que les manifestations de la Manif pour tous en 2013, c'était aussi, ça s'inscrivait dans un contexte extrêmement anti-Hollande, vu comme quelqu'un qui attaquait la famille à travers la réforme des rythmes scolaires et à travers la baisse des allocations familiales. On n'est pas dans ce contexte-là. C'est ce qui explique que le débat soit peut-être plus calme, plus posé sur la PMA pour toutes. Tout à fait. Et il est calme parce que les élus républicains, à la différence des élus UMP en 2013, ne sont pas vraiment rentrés dans une logique d'affrontement. Christian Jacob a parlé de choix selon sa conscience. Tout cela, ce sont des ferments qui, bien sûr, soyons prudents, on verra ce qui sortira dimanche, ce sont des ferments qui incitent à ne pas voir une reproduction des manifestations de 2013. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Merci.